cap sur les vins Pays d'Oc IGP, l'un des plus grands vignobles de France, reconnu pour sa diversité, sa créativité et son engagement vers un avenir plus durable. Avec plus de 58 cépages autorisés, les vignerons et négociants des Pays d'Oc réinventent le vin avec audace entre tradition et innovation. C'est une dénomination qui bouge, qui ose et qui s'engage avec des pratiques RSE concrètes. Viticulture responsable, réduction de l'empreinte carbone, action sociétale. Des vins accessibles, gourmands, modernes qui séduisent aussi bien en France qu'à l'international. Si Dionysos était une femme, le podcast présenté par Aurélie Charon. Est-ce que tu es prête, Florence ? Oui, je crois. Alors, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Si Dionysos était une femme, le podcast qui met en lumière les femmes leaders du monde du vin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Florence Barthès, directeur général de l'interprofession des vins IGP Pays d'Oc. Oui, je dis bien directeur général. Florence Barthès incarne un parcours d'excellence dans un secteur encore largement masculin. Depuis plusieurs années, elle œuvre à la tête de cette interprofession avec une vision stratégique et un engagement fort pour la valorisation du vignoble Pays d'Oc. Son rôle de dirigeante lui confère une place essentielle dans la structuration et la promotion de ces vins sur la scène nationale et internationale. Son rôle est aussi politique, nécessitant une collaboration étroite avec les institutions, les décideurs, les acteurs du secteur pour défendre et faire évoluer l'IGP Pays d'Oc. Avec toi, Florence, nous allons évoquer ton parcours, ton regard sur la place des femmes dans la filière viticole, les défis du leadership, l'engagement de l'interprofession en matière RSE durabilité, ainsi que la dimension politique de ton rôle. Bonjour Florence. Bonjour Aurélie. Alors vraiment merci, je suis ravie de t'avoir et c'est aussi un honneur parce que pour rappel, le podcast célèbre ses 5 ans cette année et je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais fait écouter le teasing lors d'un Wine Paris et j'avais eu ton aval par ton enthousiasme dégagé à l'issue de cette écoute et j'avais été honorée et du coup je me suis lancée. Et d'ailleurs le premier épisode avait été dédié à Françoise Frissan du château Couperose, une femme extraordinaire et je la salue avec beaucoup de chaleur et de tendresse. Et Françoise Frissan, c'était pour moi un épisode très important puisque c'est la première femme vigneronne que j'avais rencontrée lorsque je suis arrivée en Languedoc, lorsque j'avais 24 ans, on va dire. Voilà. Donc, les choses étant dites, merci. Alors, je vais commencer par cette première question, Florence. Si Dionysos était une femme, qu'est-ce que ça évoque pour toi ? Alors, pour moi, ça évoque... c'est un peu complexe comme question parce que pour moi, c'est un homme. Et je trouve qu'il vaut mieux le laisser un homme. Voilà, dans ma tête à moi. Parce que Dionysios, pour moi, c'est l'ivresse un peu quand même, c'est les excès. Et je pense que la finesse des femmes fait que je les associerai pas à l'image de Dionysios, en tous les cas, que j'ai moi. Alors, on va tout de suite commencer par ton parcours. Tu rêvais de faire quoi quand tu étais enfant, quand tu avais 10 ans ? Quand j'avais 10 ans, je rêvais... je rêvais, en fait, de vivre une vie comme les femmes autour de moi, que j'adorais, qui étaient mes arrière-grand-mères, mes grands-mères, ma maman. Et je trouvais que c'était merveilleux et paisible, au milieu des vignes. J'avais pas une projection sur un métier particulier, en fait. C'était plutôt une harmonie, une vie dans la douceur. Voilà. Mmh. Alors, quelle a été ton éducation ? Alors, mon éducation, j'ai eu un papa extrêmement strict, très, très strict. Une maman très douce, mais donc ça faisait un équilibre. Je pense quand même que même enfant, je devais avoir un fort caractère quand même, et que quelque part j'ai eu besoin un peu aussi de cette discipline, voilà.
Et concernant les études, qu'est-ce que tu as fait comme études pour en arriver aujourd'hui à être directeur général? Et on va revenir justement, j'ai mis l'accent sur directeur général parce que tu signes directeur général et Oui, pas je directrice signe. générale. Non. Et je t'expliquerai pourquoi, mais je suis directeur général parce que je dirige aussi le syndicat des Pays d'Oc, c'est-à-dire à la fois l'interprofession, comme tu l'as dit, et le syndicat, c'est-à-dire tout le volet amont, vraiment, Côté production. voilà, côté production est très, très rattaché au vignoble. Voilà. Et ça aussi, c'est un rôle auquel je tiens beaucoup. Mhm. Voilà, de par mes racines aussi, parce que je suis issue d'une famille de vignerons, moi, depuis plus de 7 générations. Mhm. Et donc, les vignes, c'est quelque chose, c'est mes racines, quoi. C'est vraiment. Et d'ailleurs, quand j'ai besoin de m'isoler, de marcher, etc., je pars dans les vignes marcher. Voilà. Tu es originaire d'un village de l'Hérault. Oui, je Mhm. suis originaire de Pumisson, au pied de Faugères. Mhm. Et depuis 7 générations, nous sommes sur Pumisson et tous mes aïeux avant moi ont eu des vignes quoi, et ont été vignerons. Voilà. D'accord. Alors pour en revenir à ton parcours, Oui, donc tu as fait des études en histoire. oui. Alors j'ai passé mon bac à Béziers, où j'ai grandi en fait, au lycée à la Trinité. Et puis ensuite, j'ai intégré l'université Paul Valéry à Montpellier. Alors là, il y a eu une petite discussion parce que j'aimais beaucoup le droit, moi. Et j'aurais bien aimé partir en droit. Et puis là, il y a eu un grand conseil de famille autour de moi. On m'a dit non, 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 tu peux pas partir en droit. Qu'est-ce que tu vas faire en droit? Non, pars en histoire, en lettres, parce que ça, tu peux être prof, ça sera beaucoup plus cool. En tant que future maman, un jour, tu auras des enfants, ça sera plus facile. Et donc, je suis partie donc, à Paul Valéry donc, faire un cursus en histoire-géographie d'abord, puisque j'ai un double DUG à la fois en histoire et un DUG en histoire, un DUG en géographie. Et puis après, à partir de la licence, je me suis spécialisée en histoire parce que ça me plaisait davantage. J'ai toujours été passionnée, notamment en histoire de l'art. Et puis j'ai continué mon cursus. Et sur mon deuxième et troisième cycle, j'ai ressenti vraiment l'envie d'aller plus sur l'histoire de la vigne et du vin et de notre vignoble. Et donc là, je me suis spécialisée là-dessus en histoire contemporaine. Et j'ai passé donc mon troisième cycle en histoire, que j'aurais pu passer en économie, sur le vote de Maastricht, puisqu'on était en pleine discussion, et l'impact des vignerons du Languedoc face à Maastricht. Voilà. Oui, effectivement, c'était début des années 90. C'est ça, tout à fait. Tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à bifurquer justement et à arriver en tant que directeur général de l'interprofession? Alors, c'était vraiment pas prédestiné à la base, à savoir que, terminant mes études, je voulais absolument travailler. Et mon grand-père, qui a été un chêne pour moi, un amour de papy, m'a dit: «Écoute, si tu veux, je vais demander si tu peux rentrer au Crédit Agricole». Parce qu'en fait, dans ma tête, de j'avais mes diplômes, j'avais mes études, mais j'avais mon petit garçon, c'est-à-dire j'avais mon fils, Arnaud, qui avait 1 an quand j'ai passé mon diplôme. Et donc je voulais absolument pas dépendre de mon mari. Ça, c'était quelque chose qu'on m'avait très fortement inculqué au niveau familial. Toi, dans cette génération d'aujourd'hui, tu ne peux pas dépendre d'un homme, c'est pas possible. Donc, forte de ce constat, je me suis dit, tu peux pas dépendre de mon mari, quoi, de Christophe. Et donc mon grand-père m'a gentiment trouvé un poste au Crédit Agricole. Mais il m'a dit quand même, avec un bac plus 7, tu peux pas rester au guichet. J'ai dit, écoute, ne te pose pas ce genre de questions. Moi, ça me va très bien. Et donc, j'ai passé 5 ans au Crédit Agricole. Et puis, on m'a fait passer l'école de banque, etc. Mais effectivement, je me suis quand même rendu compte rapidement que c'était pas quelque chose qui m'enthousiasmait. Alors, ce qui était intéressant quand même, c'est que j'étais dans des bureaux plutôt ruraux, donc toujours très en contact avec tous ces dirigeants viticoles, hein.
donc qui me passionnait. Que ce soit papa aussi ou mon grand-père, ils avaient des fonctions dans la viticulture. Papa en tant que vice-président de la cave coopérative, très impliqué aussi. Mon grand-père avec le Crédit Agricole, très impliqué, Groupama à l'époque, etc. Ouais. Il y avait beaucoup de dirigeants. Yves Barsalou, qui était un grand ami de mon grand-père, par exemple, qui était un homme époustouflant, je dirais, qui m'avait beaucoup aidé d'ailleurs dans mes recherches au niveau de mes diplômes. Et donc, ce contact-là m'a toujours passionnée. Et au bout de 5 ans, bon, j'ai une de mes meilleures amies qui a perdu un bébé. Et ça m'a fait un espèce de déclic où je me suis dit, là maintenant, ça m'a remis en question parce que bon, on est très proches et c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Et là, je me suis dit, là, il faut que tu arrêtes. Donc, j'ai démissionné du Crédit Agricole aux grandes dames familiales. Et je me suis arrêtée pendant 1 an et demi où je me suis occupée vraiment de mes enfants, puisque entre-temps, Aude, ma fille, était née. Elle était petite et j'ai voulu me mettre en pause pendant 1 an et demi. Donc vraiment profiter des enfants et de Voilà, cette maintenant, richesse vraiment familiale. profiter de mes enfants et de cette richesse familiale, et j'avais besoin de réfléchir à ce que je voulais faire et à me poser. Mais en fait, c'était sans penser à toutes les personnes adorables que j'avais autour de moi au niveau familial, où maman a commencé à dire à mon grand-père et à mon père, c'est impossible de la voir rester comme ça. Alors, sans me le dire, en fait, maman a appelé une de mes amies de fac qui avait intégré l'école de journalisme et qui, sans me le dire, a rédigé mon CV. Et mon grand-père a pris ce CV et a commencé à le distribuer autour de lui à tous les grands hommes décideurs de la viticulture, de la place du vin en Languedoc-Roussillon. Et un jour, je rentrais de la plage avec Arnaud et Aude et je vois mon répondeur qui clignotait à l'époque. Bon, et j'appuie et on me dit oui, bonjour Mme Barthès, voilà, on a bien reçu votre CV. Donc, le président Gravejal voudrait vous recevoir. Mais alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas possible. Je rentre de la plage. Je rentre de mais j'ai jamais donné mon CV à Jacques Gravejal. Bon, voilà. Donc, j'ai rappelé le numéro. Et donc, et j'ai dit, écoutez, madame, il doit y avoir une erreur parce que je n'ai jamais donné mon CV. Et en fait, elle me dit, cette dame, elle me dit, mais vous êtes bien Florence Barthès, née le 4 août 68 à Béziers? J'ai dit oui, tout à fait. Et ben elle me dit, écoutez, alors, moi je sais pas, mais j'ai bien votre CV sous les yeux et je peux vous dire que le président Gravejal souhaite vous rencontrer. Bon, bien sûr, il y a eu une petite explication familiale parce que j'ai compris de suite d'où ça venait en fait. Hein. Et bon, du coup, je me suis dit, voilà, allez, je vais rencontrer Jacques Gravejal. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, j'ai rencontré Jacques Gravejal à la Chambre d'agriculture de l'Hérault. Donc au départ, voilà, c'était pas l'interprofession, c'était Non, la Chambre d'agriculture. C'était le syndicat parce qu'il était président de la Chambre d'agriculture. Le syndicat des Pays d'Oc avait de tout petits bureaux dans la Chambre d'agriculture, en fait, dans une aile de la Maison des agriculteurs à Saporta. Et qu'il n'avait pas de bureau là, donc il m'a reçu dans son bureau à la Chambre d'agriculture. Voilà. Et là, on a fait un peu le tour. On a fait un peu le tour quelle année, là de mon CV. C'était en 98. D'accord. Et on a fait un peu le tour de mon CV. À l'automne 98, c'était en novembre exactement. Et il m'a dit, vous savez, il m'a dit, moi je suis très clanique. Alors je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. Et vous êtes une fille du clan. Donc, je pense qu'il faut être du clan pour comprendre. Donc moi, j'étais très impressionnée parce que c'est un homme très impressionnant. Et surtout quand on a 30 ans. Donc, et il m'a dit, je pense qu'on va faire un petit bout de chemin ensemble. Mais écoutez, on essaie en tous les cas. J'ai beaucoup d'amitié pour votre grand-père, qui est un homme avec un très fort engagement. Et ce côté-là, il me dit, je pense que cet univers qui est le nôtre, il s'apprend pas.
il faut Il qu'on se le vit. vive. Voilà. Donc, je pense que vous avez le profil pour m'accompagner, puisqu'en fait, à ce moment-là, la première personne pour qui, c'est une grande amie, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, qui avait mis en place le service communication du syndicat des Pays d'Oc, c'est Sylvie Tonnerre. Sylvie Tonnerre, qu'on salue. Voilà, Cœur qu'on des vins. salue et que j'embrasse très chaleureusement. Et en fait, c'est Sylvie qui avait été dans ce premier poste, mais qui était partie rejoindre Midi Libre à l'époque pour asseoir ce magnifique magazine, donc, qui est Terre de Vin. Exactement, on avait d'ailleurs consacré un épisode, Sylvie Tonnerre, qui nous explique Voilà. la genèse de cette aventure incroyable. Et donc, Sylvie partie, Jacques Gravejal avait besoin donc d'une personne à sa communication. Et avec un volet aussi de connaissances terrain qui était indispensable, puisque l'environnement en 1998 était très différent de ce qu'on peut connaître aujourd'hui. C'est clair. Et de ce fait, voilà, je suis rentrée dans le jus immédiatement pour le poste de responsable de la communication des Pays d'Oc et de sa propre communication. Voilà. Parce qu'à l'époque, Pays d'Oc était... c'était relativement jeune, ça avait quoi, 10-15 ans Non, 11 ans, en 98, voilà. puisque les Pays d'Oc sont nés en octobre 1987. Et donc, c'était tout neuf. Et petit à petit, en fait, ça montait en puissance, puisque le vignoble des vins de table a reculé. Et les Pays d'Oc se sont implantés avec ce vignoble de vins de cépage. Voilà. C'est ça. Et quand je suis rentrée au Pays d'Oc, en 98, c'était déjà quand même relativement important. On frôlait les 2,5 millions d'hectolitres. Okay. Avec 80% de nos vins qui partaient à l'export. Voilà. Alors, on va directement embrayer sur les vins de Pays d'Oc, effectivement. Néanmoins, on reviendra sur le volet femmes à un moment donné, parce que je voudrais juste rappeler quelques chiffres très importants. Les vins Pays d'Oc IGP, c'est quand même une mosaïque de territoire assez large, puisque ça s'étend sur 4 départements. Ça couvre 110 000 hectares. C'est 15% du vignoble français, soit 50% de la production viticole de l'ex-Languedoc-Roussillon, et ça représente 690 millions de cols commercialisés. Alors, commercialisés par, alors on continue dans les chiffres, 760 caves particulières, 140 coopératives. Et 140 coopératives, c'est à peu près 12 000 familles, hein, donc c'est énorme. Et 370 metteurs en marché, donc négociants et courtiers. Donc bref, c'est quelques dizaines de milliers d'acteurs directement et indirectement concernés par les Pays d'Oc. Cette dénomination, d'ailleurs, comme tu l'as dit, va fêter ses 40 ans en 2027. C'est ça. Alors derrière ces chiffres impressionnants, quand même, c'est une dynamique forte d'innovation et d'engagement, de durabilité et autres. Et toi, du coup, ça fait depuis 2006, bientôt 20 ans que tu es à la tête de cette interprofession et de ce syndicat. Alors, tu as expliqué pourquoi directeur général et pas directrice. Mais alors, avec ce parcours quand même de femme dirigeante, qui est remarquable, pour toi, quels ont été les défis les plus marquants que tu as rencontrés en tant que femme à un poste de direction ? Alors, juste pour le petit clin d'œil, Aurélie, c'est que directrice, dans ma tête, je ne sais pas pourquoi, ça fait institutrice. Et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est-à-dire que je ne suis pas là, moi, pour donner des leçons. Je suis là pour être à l'écoute et essayer de traduire de façon très concrète et réelle ce qui est attendu pour l'avenir de ce vignoble. Voilà. Donc, je préfère directeur général. Voilà, c'est pourquoi. Clair. À la rigueur, on mettrait un E à directeur. Ce serait peut-être plus simple que directrice. Ok, entendu. Donc, alors, j'ai pris le poste de responsable communication au Pays d'Oc en 99, donc, et j'y suis restée donc jusqu'à 2003 dans ma première phase de poste. Et en 2003, Raymond Couder a souhaité, qui était le maire de Béziers à l'époque, a souhaité consolider sa maison des vins qui était Béziers-Onopole, que Pascal Frisson avait dirigé donc avant moi. Et un homme que je salue parce que c'est un homme très talentueux. Et donc, je suis arrivée à la direction de cette maison des vins. Donc, j'avais 35 ans.
et un beau challenge à ouvrir. Et on a fait des soirées, 20 musiques, gastronomie. On est allé à Heilbronn parce que c'est la ville jumelle de Béziers. On a fait plein de choses. Il y avait un député du vin à ce moment-là extraordinaire qui était Paul-Henri Cugnet, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Et Monique Vallès, qui était donc son attachée parlementaire. Ce sont des gens qui étaient très impliqués dans la filière viticole autour de moi. Et ça a été passionnant ces 2 années. Et puis, en 2006, donc, Jacques Gravejal m'a dit, écoute, là, l'interprofession se met en place et il faut absolument que tu reviennes, quoi. Mais pourquoi cette parenthèse ? Cette parenthèse, d'abord parce que mon fils était ado et un ado très compliqué. Donc, il me fallait un peu rentrer au bercail pour être un petit peu plus près des enfants, et notamment parce qu'il était ado. Et puis, que j'avais envie d'expérimenter, en fait, la responsabilité de diriger une structure très attachée à ma ville. Voilà, parce que moi, je suis très bitéroise, je suis née à Béziers, j'ai grandi à Béziers, et c'est une ville que j'adore, c'est une ville pleine de contrastes, c'est une ville extraordinaire. Et j'avais envie de m'investir pour ma ville. Donc, je me suis dit, bon, de toute façon, je m'étais pas dit c'est un adieu au niveau des Pays d'Oc, parce que c'était complètement dans mes gènes, les Pays d'Oc. Faisant des Pays d'Oc sur la propriété familiale, mon père ayant restructuré dans la stratégie des Pays d'Oc, enfin, j'étais complètement vouée aussi à Pays d'Oc. Mais j'avais envie d'expérimenter cette direction de Béziers Onopole, surtout après un homme prestigieux comme Pascal Frisson, qui d'ailleurs m'a toujours gentiment encouragée. Il m'a dit « Oh Flo, c'est super, que je suis content que ce soit toi, etc. » J'ai touché aussi aux terrasses de Béziers, aux côtes de Tongue, qui me permettaient aussi d'avoir une nouvelle vision hors Pays d'Oc, des IGP. Voilà. Et des AOP, puisqu'à l'époque, les terrasses de Béziers étaient en appellation. Voilà, très disséminées sur le territoire, mais en appellation. Et j'ai pu rencontrer des gens tout à fait adorables dans ces petites appellations autour de Béziers, dans ces IGP. Voilà. Et ça m'a bien mûri, ça m'a bien consolidé. Et je pense que c'est par cette expérience-là que je me suis sentie capable d'arriver sur Interroc, qui était tout à fait naissante, puisqu'on n'avait jamais eu d'Interpro au niveau d'un vin de pays, et que par le décret signé par Hervé Guémard, on nous a donné la chance d'avoir une interprofession consolidée autour de Pays d'Oc. Voilà. Donc ça veut dire qu'avant, il y avait le syndicat. Avant, il n'y avait que le syndicat et l'union interprofessionnelle qu'avait fait Robert Scali, qui s'était entouré d'hommes prestigieux et de femmes prestigieuses, parce que moi, je me rappelle des réunions de l'union interprofessionnelle, qui était une interpro, comme disait Robert Scali, Canada Dry, c'est-à-dire elle a tout de l'interpro, mais officiellement, elle n'est pas reconnue. Et on avait autour de la table des Michel Laroche, des Georges Duboeuf, des Philippines de Rothschild, des Yves Barsalou, des Hugues Jean-Jean, des Robert Scali. Et ça, c'est une expérience d'avoir vu tous ces gens, mais extraordinaires, vouloir donner un avenir à Pays d'Oc et à ce vignoble, discuter avec des producteurs engagés, donc comme Jacques Gravejal à l'époque, comme Jacques Bourbousson, comme des hommes comme Jean-Marc Floutier, enfin des hommes qui étaient très 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 engagés pour faire de Pays d'Oc ce qu'il est devenu, quoi, aujourd'hui. Et voilà. Et je pense que si j'avais pas eu cette expérience géniale dans la Maison des Vins à Béziers, donc à Béziers-Onopole, j'aurais eu moins de confiance en moi pour me dire allez, rien n'est impossible, on y va, parce qu'il a fallu tout créer. On est parti de zéro sur l'Interpro. Voilà. Et alors, chapeau, parce que du coup, quelle était la définition de l'interprofession à l'époque ? Quelle était la vision également que vous portiez sur cette interprofession ? L'interprofession, c'était vraiment de donner officiellement une cadence interprofessionnelle à Pays d'Oc, c'est-à-dire une visibilité économique, donc une visibilité stratégique, dédiée exclusivement à Pays d'Oc, puisque nous, on était rattachés à l'ANIVIT à l'époque à Paris, à laquelle nous n'avons jamais adhéré d'ailleurs. Voilà.
Ça fait partie des vieux combats. Et ça, on n'y était pas. On n'appartenait pas à ça. D'où l'union interprofessionnelle, dont la fameuse Interpro Canada Dry, et qui était censée représenter les autres 22 pays, mais qui n'avait rien de commun avec nous, puisqu'il n'était pas du tout dédié au cépage. Il faut savoir que le modèle Pays d'Oc, il est unique en France, quoi. Voilà. Et donc, il nous fallait cette reconnaissance pour pouvoir avoir une action politique reconnue, une action économique et stratégique reconnue, et puis une action administrative reconnue, puisque les interpros sont reconnus au niveau communautaire, et ça ancre encore plus la légitimité de l'IGP Pays d'Oc. Voilà. Et alors en 2008, l'année de mes 40 ans, ils m'ont proposé de prendre la double direction, c'est-à-dire à la fois l'Interpro, qui avait 2 ans, donc 2 ans, oui, et le syndicat. Voilà. Et là, j'ai quand même demandé à avoir une semaine de réflexion parce que ça représentait un sacré défi. Voilà. Et tu avais dessiné une feuille de route déjà ? Disons que 2008, on était en amont de la réforme OCM, où les 22 pays devenaient indications géographiques protégées, et où on changeait de maison, c'est-à-dire on passait de France Agrimaire, qui était notre organisme de tutelle, puisque en définition réglementaire, les 22 pays étaient des 22 tables à indication géographique, et on basculait dans la grande maison, dans l'Institut, c'est-à-dire dans l'INAO, avec les signes de qualité. Et je dois reconnaître de la frilosité de la part des AOP de voir arriver un peu un poids lourd comme dimension, les enfants un peu turbulents dans un milieu extrêmement feutré. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, il fallait amener cette réforme, le changement d'étiquetage, la déclaration à l'Ibacus à Bruxelles de notre nouveau nom, qui est Pays d'Oc, et non plus Vin de Pays d'Oc. Donc finalement, tu as fait du droit, toi qui voulais en faire quelque part. Oui. D'ailleurs, je me suis plongée dans la réglementation. Voilà. Je suis bien entourée avec Véronique Gisard au Pays d'Oc, qui est ma juriste et qui est ma responsable juridique. Mais c'est vrai que ça nous a amené à ça et à tout le changement de passer d'un système d'agrément à de la certification, d'avoir un organisme de contrôle. Il y a eu beaucoup de choses. La feuille de route, quelque part, elle était nouvelle, mais un sacré défi quand même. Pour en revenir aux défis que tu as rencontrés, est-ce que tu en as eu quelques-uns qui ont été, ou beaucoup, et que tu peux exprimer ? Des défis. Alors, les défis, je dirais, ça a été surtout au début. Au début, on était dans un univers très... et je dis ça avec beaucoup de tendresse, c'est que vraiment, on était dans des univers très testoronés. J'imagine. Voilà. Et juste pour te donner une petite anecdote, ma première réunion publique, j'avais fait asseoir papa au milieu de la salle. Il devait y avoir 500 vignerons bien machos assis dans la salle. Et nous sommes arrivés à l'époque, on était que des filles en responsable. Et je salue avec beaucoup d'amitié France Villeneuve qui a fait ses premières armes avec moi au syndicat. Et c'est toutes les deux qu'on a monté à bras le corps ce service communication promotion au Pays d'Oc. On est arrivé donc à une époque où Jacques Gravejal voulait, avec les élus, mettre en place les grands docs. C'était une première mise en place de segmentation. Et on y est encore aujourd'hui dans ce gros dossier. Et j'avais fait asseoir papa au milieu de la salle pour le fixer à lui, c'est-à-dire pouvoir avoir la force de regarder ces 500 mecs bien virils là qui attendaient 500 perdieux. Voilà. Et j'avais dit à papa, écoute, il faut pas que je tremble, et 2, pas que je baisse les yeux. Donc il faut absolument que tu t'assoies au milieu et je te regarderai qu'à toi. Et c'est ce que j'ai fait ce jour-là. Après on apprend et après on dépasse. Mais je reconnais qu'au début, c'était quand même extrêmement impressionnant. J'imagine. Et puis Jacques Gravejal est quelqu'un de, entre guillemets, très dur. Donc il s'est jamais soucié qu'on soit des filles. Jamais.
Mhm. Voilà, je veux dire, c'est pas quelqu'un qui, qui nous a mis... enfin, pour, pour lui, un collaborateur, c'était son collaborateur, mais il aurait très bien parlé, il nous a parlé, que ce soit France ou moi d'ailleurs, euh, à nous comme il aurait parlé à une équipe de garçons, quoi, à une Mhm. équipe de mecs. Voilà, et en fait, ça a été un défi, cette prise de parole en public, et puis c'est surtout, ce que je voudrais dire, c'est que quand on monte en puissance comme ça, qu'on apporte son engagement, sa réflexion, et qu'on acquiert sa compétence, euh, pour une fille, il y a 25 ans, Mhm. il fallait pédaler 2 fois plus vite sur le vélo, quoi. Voilà. Je ne remets pas en question la valeur d'un homme par rapport à la valeur d'une femme, pas du tout, c'est pas ça. Mais c'était beaucoup plus difficile de faire sa place, en fait, d'être prise au sérieux. Déjà avec, il fallait instaurer une espèce de rigueur dans sa posture, parce que parce qu'il fallait être prise au sérieux. Voilà. Alors, tu parles de posture. Est-ce Mhm. que tu penses que c'est uniquement dans la posture? C'est dans le verbe aussi? C'est dans les qualités majeures? Quelles ont été ces qualités, justement, pour pouvoir s'imposer? Alors, pour pouvoir s'imposer, oui, Parce qu'il faut s'imposer, il faut on est s'imposer. d'accord. Il faut s'imposer sans jouer. Alors bon, moi, c'était pas, ça n'a jamais été mon, sans faire la midinette, quoi, parce que bon, moi, personnellement, je suis pas comme ça, et je n'aurais pas supporté de faire la midinette. Ça, c'était hors de question. Mais il faut avoir beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on croit en ce qu'on fait et on présente un déroulé qui fait très concrètement que par A plus, en passant par A plus B plus C plus D, on arrive à répondre aux attentes des challenges qu'on vous pose, il n'y a pas de débat. Ça passe. Voilà. Et il faut y aller petit à petit. Voilà. Alors, comment vois-tu ton rôle pour encourager la prochaine génération de femmes dans la filière viticole? Alors, euh, mon rôle, c'est de passer un relais de façon sereine, parce que de toute façon, les choses, elles ont beaucoup évolué aujourd'hui. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont rejoint dans ces responsabilités. Et là, je fais un petit clin d'œil très amical à Valérie Bastoul, qui est une femme exceptionnelle, à la tête donc qui a pris la tête de la coopération viticole, et qui part aujourd'hui vers d'autres horizons, mais tout aussi passionnants. Je pense à Magali Gélila aussi, qui est à la tête de l'Union du négoce de l'UEVM. Toutes ces jeunes femmes qui ont rejoint ce sacerdoce, en fait, que représente la viticulture, je me dis, moi je serai en tous les cas, le moment venu, en passage de relais, parce qu'aujourd'hui, la filière viticole compte des femmes vraiment talentueuses aussi, dans une difficulté qui est différente de celle qui a été la nôtre il y a 25 ans, mais qui est toujours... la femme s'est affirmée dans la filière Oui. viticole. Mhm. Alors, en parlant des jeunes femmes, je parle aussi des grandes sœurs. Et je pense à une femme pour qui j'ai beaucoup d'amitié et d'admiration. C'est Claude Vialade, hein. Oui, tout à fait. Que j'ai Parce reçu aussi que, sur le podcast Si Dionysos était une femme. Oui, voilà, tout à Claude fait. Vialade, et je l'avais eu en entretien dans mon mémoire de maîtrise. Elle dirigeait à cette époque-là l'export au Val d'Orbieu. Elle avait eu des jumeaux. Je veux dire, c'est une femme qui m'a toujours scotchée dans son enthousiasme, dans son intelligence, et puis dans son agilité et sa force à agir. Voilà. Parce qu'alors elle, ça a été pire que moi, puisque c'était un peu antérieur à moi dans Mhm. son engagement. Et dans Elle l'Aude... a un peu essuyé les plâtres, on va dire. Oh oui, oui, oui. Elle a essuyé les plâtres. Et là, je lui fais un petit coucou aussi, très amical, parce que dans les grandes sœurs,
elle compte dans mes grandes sœurs. Voilà. C'est beau. Alors, tu dis, je suis surtout une femme libre et engagée dans la défense d'un vignoble magnifique. Est-ce Oui. qu'on peut dire que tu es une femme puissante, inspirante ou leader? Ou les deux? Ou les trois? Alors, je dirais que je peux pas, enfin, je ne peux pas dire une femme puissante parce que, ou une femme leader, ça me gêne parce que moi, je suis dans une équipe. Voilà. Il y a des grands leaders viticoles Au sein de l'équipe aussi, alors, c'est au ça? sein de l'équipe aussi, que sont mes élus. Ce sont des hommes extraordinaires dans leur engagement. Et là, je pense à Jacques Gravejal, bien sûr. Je pense à Jérôme Despé, je pense à Jean-Marie Fabre, je pense à Denis Carretier, je pense à Ludovic Roux. Enfin, tous ces hommes pétris dans leur engagement collectif, parce que le sens du collectif, il est indispensable au niveau de la viticulture. J'espère que les jeunes, aujourd'hui, garderont cette force du collectif, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'on est dans une société très individualiste. Et je pense que ce magnifique vignoble qu'est Pays d'Oc, c'est un patrimoine collectif. Voilà. Et il s'est construit grâce à la force de ce collectif. Voilà. Et j'espère que cet engouement, il va rester dans les jeunes générations de leaders. Alors, dire puissante, leader, moi je dis engagée. Voilà. Je dis engagée autour d'une équipe d'hommes et de femmes, hein, parce qu'il y a des femmes aussi. Moi, on a une femme qui est Audrey Lalaurie, au niveau du conseil d'administration, qui est mon trésorier sur le syndicat et sur l'interprofession, et qui est très engagée aussi aux vignerons indépendants de l'Aude, etc. Donc, il y a des femmes aussi très engagées. Je pense à Nerte de Montléon aussi, au niveau de la coopération, dans tout le volet RSE. Ce sont des femmes absolument remarquables. Et je trouve qu'on fait un package. Voilà. Alors, quelles actions resteraient à mener pour une meilleure inclusion des femmes au poste politique, au poste clé politique? Parce qu'on est d'accord qu'au niveau politique, il y a quand même plus d'hommes que de femmes. Oui, tout à fait. Je dirais que le premier rang est très masculin. Le deuxième rang, qui est plus le back-office, on va dire, du travail quotidien, est plus féminin. Voilà. Donc, le volet politique, je pense qu'il peut s'investir. Je ne ressens pas, moi, de tabou des hommes leaders aujourd'hui pour accueillir un leader féminin. Non, je pense que c'est aujourd'hui, le paysage est tel qu'il est, mais qu'une femme engagée peut avoir des responsabilités politiques. Je pense à Sophie Noguès, par exemple, qui est présidente de la FEDSEA de l'Hérault, et qui est une femme très engagée. Vigneronne à Sérignan aussi. Voilà, vigneronne à Sérignan, et qui a des responsabilités politiques. Voilà. Ok. J'aime à dire que les femmes marquent notre époque. Qu'ont-elles apporté dans l'univers du vin? Et je dirais que elles ont apporté beaucoup d'humanité, elles ont apporté beaucoup de finesse. Tout cet art de vivre, tout ce talent, grâce justement à leur sensibilité, à leur féminité. Voilà. Alors, on revient sur l'art de vivre, petite parenthèse, parce que ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah oui. Pour quelles raisons on doit défendre l'art de vivre pour Florence Barthès? L'art de vivre, pour moi, c'est l'art de vivre à la française, déjà. Je trouve que, et là c'est un des challenges, que je me suis posé, c'est d'intervenir pour pouvoir communiquer cet art de vivre, déjà dans toutes les ambassades de France, à l'international, parce que je trouve que, très sincèrement, on ne le véhicule pas assez. Et ça, pour moi, ce sont des piliers de l'image de la France, qui est encore et toujours un atout considérable pour nos vins. Et quand je dis l'art de vivre à la française aussi, j'associe au vin la gastronomie. Donc j'associe tous ces fabuleux produits agricoles et toute cette production agricole que nous avons en France, qui est d'un très très grand niveau. Et mettre en avant notre art de vivre dans les ambassades, à l'international, et rayonner là-dessus,
Je trouve qu'aujourd'hui, ça n'est pas suffisamment fait. Moi, je suis stupéfaite parfois d'aller dans des ambassades et de voir la façon dont on est reçu au niveau des cocktails, au niveau de ce qui... Ça n'est pas du tout à l'image de ce que la France doit véhiculer en termes d'image et en termes de patrimoine et d'atouts. Voilà. Parce que la France, c'est un pays vivant, c'est pas un musée. Et j'estime que la mise en avant de ces produits, c'est rendre hommage aussi à tous ces hommes et toutes ces femmes qui sont sur le terrain pour faire de la France un pays d'excellence dans la gastronomie. Personne ne nous égale. Voilà. Ok. Et là, je fais une parenthèse aussi sur l'Occitanie, parce qu'on est quand même la région de France la plus riche en signes de qualité, avec des territoires extrêmement ruraux et qui ont vécu et survécu, qui ont réussi à survivre que grâce à leurs signes de qualité et grâce à leurs produits d'exception. Et puis cet art de vivre, il va au-delà. Il va sur des artisans verriers, il va sur la vaisselle, il va sur le design, l'argenterie, enfin tout ce qui fait un art de vivre à la française. Hein. Et dans cette volonté d'uniformisation, moi je m'insurge face à ça. Voilà. Ok. Bon, on va dire que c'était un petit coup de gueule de Florence Voilà, sur c'est la ça. défense de l'art de vivre À la française. à la française. Tout Ok. à fait. Bon, allez, on va parler innovation et adaptation. Oui. On l'a dit, donc l'IGP Pays Doc se réinvente au défi du changement climatique en adaptant des dispositifs pour les producteurs. Néanmoins, quelle position a l'interprofession vis-à-vis de ces nouvelles tendances qui arrivent avec des vins no-low? Est-ce que l'IGP, à un moment donné, va donner son aval pour apposer Pays Doc sur des vins sans alcool? Alors, exemple. des vins sans alcool, c'est pas possible, Aurélie, je te réponds, parce que en signe de qualité, nous n'avons pas le droit de descendre à des vins à zéro. Voilà. Et ça, Euh, c'est la loi. Ça, c'est la loi. Et Ça, la loi, on ne peut pas la faire évoluer? Et la loi, on ne peut pas la faire évoluer sous signe de qualité. Voilà. D'accord. Donc, nous, on a cette question, évidemment, qui pour moi restera quand même une niche. Hein, parce On que est bon, d'accord. On est voilà, d'accord. moi, C'est juste parce que c'est tendance et qu'on est voilà, dans cette expérimentation. je défends le vin à part entière. Hein. Le vin évolue avec la consommation. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur une volonté de dire, bon, ben, je prends un verre de vin, j'ai plaisir à prendre par exemple un vin rouge frais à 10, 11 et demi, ou même à 12, mais qui a une sensation de frais. On a des cépages qui s'y prêtent tout à fait. Je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Et on ne peut pas s'empêcher de réfléchir à l'innovation, même si c'est de la niche. Alors, pour te répondre concrètement sur les vins partiellement désalcoolisés, auxquels nous avons droit en signe de qualité, ce sont des vins qui se situent en dessous de 9, puisque jusqu'à 9, tu es du vin, et jusqu'à 6. À aujourd'hui, on ne pourra pas descendre plus bas. Voilà. Donc ça, c'est une question qui va se poser, parce que la possibilité nous est offerte dans nos cahiers des charges que de créer cette catégorie, qui va être une catégorie totalement à part. Voilà. Donc il y a certains gros opérateurs, notamment, qui souhaitent s'emparer de cette catégorie. On se doit d'y répondre par rapport à ce que représente Pays Doc sur les marchés. Donc effectivement, on y répondra, mais toujours dans un souci de qualité. Voilà. Parce que ça, c'est quelque chose qui est la marque de fabrique de Pays Doc, c'est la qualité. Effectivement, dans l'innovation, c'est quand même important que vous vous posiez la question parce que Pays Doc rayonne. Et ça serait dommage d'avoir des volumes limitants parce qu'on n'accepte pas, on n'accepte pas justement ce label Pays Doc sur des vins à faible degré. Voilà, tout à fait. Et moi, ce qui me navre, mais qui n'est pas la faute des opérateurs, hein, mais c'est que de voir partir des innovations en vin sans IG, en vin sans indication géographique, bon, Dixit, vin de France, mais on est tous des vins de France. Hein. Donc, ils ont un peu préempté vin de France, alors qu'on est ou vin de France ou produit de France, puisque c'est une catégorie qui a de grandes entorses au règlement étiquetage. Et ça, je le dis parce que c'est quelque chose qui me navre. Parce que défendre son signe de qualité, c'est défendre son territoire et c'est défendre sa territorialité, sa signature. Parce que quand on rentre dans une catégorie anonyme
comme Vins de France, c'est-à-dire vin sans IG, le danger, c'est qu'on délocalise un jour l'appro de ces vins. Voilà. Et quand on délocalise l'appro de ces vins, on ouvre la place à un désert sur un territoire. Voilà. Donc moi, j'appelle vraiment à réfléchir là-dessus, c'est-à-dire à consolider et à défendre sa territorialité via son signe de qualité, et que ce soit en appellation ou que ce soit en IGP. Voilà. Parce que c'est une garantie de valeur ajoutée et de vie d'un territoire pour un vigneron, pour une cave coop, etc. Voilà. Donc les opportunités de marché, ok, mais attention au fait de prendre le risque d'une délocalisation. Voilà. Parce que dans cette espèce de monde un peu fou, et notamment au milieu de toute cette inflation qui est la nôtre aujourd'hui, et qui fait que les gens souhaitent consommer pareil, mais moins cher. Est-ce que tu penses que ça pourrait être un approvisionnement sur un territoire européen ? Absolument. Ah mais alors là, j'en suis persuadée. Et même avec les déclavities, avec tout ce qui aujourd'hui, tous ces Ah outils non. qui permettent de maîtriser. Ah oui, non, mais là, on maîtrise nos signes de qualité. Mais si les producteurs sortent des radars des signes de qualité, là, on les a plus sur déclavities puisque les vins de table sont à part. Voilà. Donc, ça, c'est... mais on a une responsabilité pour éviter ça, justement. Et c'est ce que tu dis, c'est-à-dire d'aller vers l'innovation et d'offrir ces réponses-là au niveau du marché. Mais je constate qu'il y a certains opérateurs qui n'ont pas du tout de gêne à pousser les producteurs à aller vers les vins sans IG. Voilà. Et je sais très bien que le risque de rentrer, et notamment sur des marchés par le prix, c'est d'en sortir par le prix. Voilà. Et surtout en France. Voilà. Et du coup, ça serait quoi ? De mettre en place une loi ? Non, ce serait de pouvoir adapter l'innovation entre ces 6 et 9 là. Voilà. En revanche, sur les nolos, moi je considère qu'on n'est plus dans le vin, mais c'est tout à fait personnel ce que je dis. On est dans un univers boisson, mais on ne peut plus parler de vin, pour moi. Voilà. Donc là, effectivement, s'ils ont envie de s'égayer en vin sans IG, ça ne me gêne pas, parce que là, d'abord, ça sera petit. Je ne vois pas une marée de nolos, moi. Mais et c'est un produit boisson. Voilà. On n'est plus dans l'univers du vin. En revanche, quand on est dans l'univers du vin, on est dans l'univers de signes de qualité. Parce que la France a toujours instillé au niveau de la communauté européenne justement ces signes de qualité. Et cette politique de signes de qualité, à Bruxelles, c'est la France qui l'a vraiment imposée, de par son histoire et de par sa tradition qualitative sur ses produits agricoles. Et j'estime que c'est un patrimoine à défendre. D'où ma défense aussi d'art de vivre à la française. Voilà. Alors, je comprends tout à fait. Néanmoins, effectivement, on est en train de parler on est dans une pleine phase d'expérimentation. On n'a pas encore identifié quels étaient les besoins réels des futurs consommateurs. Oui. À Bordeaux, il y a un Bordelais qui a fait un vin à la vanille. Et n'empêche que ça fonctionne. Bon. Néanmoins, il est bordelais, il met Bordeaux. J'ai bien entendu et je comprends tout à fait. C'est juste, on débat, on discute. Il y a un label qui s'appelle Pays d'Oc, qui parle d'une région, voilà, il y a une qualité, un engagement fort. On est d'accord. Imaginons que le consommateur de demain, il a envie d'un produit, effectivement, d'une boisson à base de vin, mais qui vient de Pays d'Oc, mais avec une petite déviation, oui. Je ne sais pas moi, avec... on va reprendre l'exemple de la vanille, mais ça serait bien si c'était une vanille locale, on va dire. Malheureusement, ça n'existe pas encore. Un peu compliqué, le vanille. Mais pour aller plus loin, est-ce que ce ne serait pas dommage de perdre un label Pays d'Oc pour un produit qui peut être qualitatif, mais qui serait une boisson à base de vin dédiée à une future, pas masse, mais qui peut représenter quand même un certain volume de produits destiné à des consommateurs et donc mettre l'accent sur un Pays d'Oc, un label existant,
Ou alors plutôt le laisser, bah oui, ça reste une boisson et tant pis, on perd du volume en Pays d'Oc puisque de toute façon c'est transformé en une autre boisson. Et ça, j'aimerais bien avoir ton point de vue pour l'avenir, en imagine, hein, Oh, mais c'est... c'est très intéressant ce que tu me dis parce que c'est vraiment dans l'actualité. Donc, moi, je te réponds oui, oui, à 100% parce que c'est ce qu'on est en train de travailler. Mais je te réponds attention par rapport aux signes de qualité que l'on défend. Mais à partir du moment où on y met une mention d'origine, après, sur les signes de qualité, c'est très compliqué parce qu'on rentre dans l'univers Mmh, de l'Institut national exactement. de l'INAO, mais qui est une très belle maison. L'INAO, c'est une belle maison. Elle a un rythme différent du terrain, mais moi que je respecte profondément parce que j'estime que c'est un garde-fou. C'est un garde-fou pour nos vins et le rayonnement de nos vins au niveau international. Mais oui, oui, à 100% pour garder ce sourcing innovation. Alors, en projection pour l'avenir, Oui. puisqu'on y est aussi, quels sont selon toi les grands défis et les opportunités pour l'IGP Pays d'Oc dans les 10 prochaines années? Alors, les grands défis, c'est donc de faire face à ces aléas climatiques, hein, d'arriver à pouvoir composer avec ce réchauffement climatique et l'évolution de nos vins et de nos cépages, parce qu'on a quand même des cépages qui, de façon originelle, ne sont pas issus de la région et dont on voit certaines évolutions par rapport aux aléas climatiques et au réchauffement climatique, qui interagissent aussi sur la typicité de nos vins. Donc là, être très attentif à ça. Sur les cépages résistants, par exemple, on a les cépages bouquets autour desquels on se bat collectivement pour faire reconnaître ces cépages. Mais faut-il qu'on puisse leur donner un nom? Parce que Ils sont référencés Pays d'Oc? là, ils vont l'être, Mhm. référencés sur la liste nationale des cépages. Mhm. Ensuite, à partir de là, on va pouvoir les intégrer dans la liste des cépages Pays d'Oc, mais pas avant. Mais faut-il qu'on les appelle? Mhm. C'est-à-dire après qu'il y ait une conscience de la réalité du marché sur le besoin du consommateur d'avoir une lisibilité sur ce qu'il achète quand même. Mhm. Donc oui à Grenache bouquet, oui à Merlot bouquet, oui à Cabernet Sauvignon bouquet, mais faut-il qu'on puisse les appeler? Et là, il y a un débat en totale déconnexion entre la réalité du terrain et du marché et des scientifiques qui pontifient un peu. Moi, je défends beaucoup les cépages bouquets parce que Alain Bouquet les a mis au point en région. On a un recul, en région, donc avec le volet pédoclimatique vraiment ancré dans notre région. Donc, on est suffisamment assuré de leurs bienfaits de Mhm. déploiement sur le Oui. vignoble pour pouvoir maintenant les mettre en route, quoi. Mais sans qu'on nous empêche de leur donner un nom et non pas un numéro. Enfin, moi, je vois pas L325 AW sur une C'est pas étiquette. très Enfin, commercial, on va dire. pas du Mhm. tout. Mhm. Voilà. Donc après, il faut être dans la connexion aussi de la réalité des choses vis-à-vis du marché. Mhm. Donc, il y a, dans les 10 années à venir, donc il y a les aspects durabilité, il y a ces cépages résistants. Et au sein de l'interprofession, est-ce que tu vois autre chose Il y a en la grand défi? segmentation. Il y a Mhm. la segmentation. Il y a l'organisation de l'offre vis-à-vis de la segmentation. L'année dernière, on a lancé un grand chantier qui se perpétue cette année, puisque l'enjeu, c'est de passer du label à la marque, hein, au niveau de Pays d'Oc. Pardon. Et l'année dernière, on a lancé ce chantier des 3 V, c'est-à-dire vigne, vin et vente, et en partant dans l'autre sens, c'est-à-dire en partant de la bouteille et en redescendant sur la parcelle. Parce qu'aujourd'hui, la difficulté que l'on a, c'est que la production, entre guillemets, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein, mais c'est massifié. Et de ce fait, elle s'est moyennisée. Dans cette massification, les strates existent déjà pour répondre aux différents marchés. Et il faut que ça, on puisse vraiment le faire valoir aujourd'hui. Alors, Voilà. quand tu dis marque versus label, Oui, quelle est ta définition de marque? mais ma définition de marque, c'est que Nike, par exemple, c'est la virgule et il n'a plus besoin de montrer que Mhm. c'est Nike. Nous, c'est Oak. Voilà. La marque, c'est Oak. Et en fait, il faut penser, c'est un chardonnay Oak. C'est pas un chardonnay tout court. Voilà.
Et aujourd'hui, c'est ce grand pas qu'il faut franchir, parce que c'est pas un chardonnay matière première, c'est pas vrai. C'est un chardonnay oc, qui a l'accent du Pays d'Oc, qui a ses racines en Pays d'Oc. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à insuffler au niveau des marchés. C'est-à-dire de passer d'un label, certes on est un label qui est consolidé, qui est reconnu pour la qualité de ses vins, pour le déploiement sur les marchés grâce à la qualité de ses vins, parce qu'on répond aux attentes du consommateur par rapport à un positionnement prix, produit, qualité. Mais aujourd'hui, il faut aller plus loin, c'est-à-dire que c'est un merlot oc et pas un merlot tout seul. Voilà. Et ça consolide l'origine. Parce que nous, on se bat contre l'Australie, on se bat contre le Chili, contre la Nouvelle-Zélande. Bien sûr. On se bat contre des mastodontes au niveau des vins de cépage à l'international, mais on est tout aussi fort qu'eux. Voilà. Et avec un avantage, hein, c'est justement ces signes de qualité, c'est-à-dire cette défense de territoire. Et on se doit absolument de ne pas le perdre de vue, parce que nous, on est un vignoble familial. C'est-à-dire, on n'est pas un vignoble qui fonctionne en fonds de pension, comme peut fonctionner l'Australie, comme peut fonctionner l'Amérique du Sud ou l'Afrique du Sud, par exemple. Nous, on est un vignoble familial, c'est-à-dire qu'il y a un ancrage, un affectio societatis C'est joli. qui nous permet de passer aussi des grands caps. Voilà. C'est ce qui a fait que la reconversion, la restructuration du vignoble a fonctionné. C'est que c'est des dynasties qui se sont relayées pour faire face aux demandes du marché. Et on a quand même refait un vignoble en 15 ans. Il ne faut jamais le perdre de vue. C'est colossal. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que tu disais par rapport en comparant justement les vins de cépage oc avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie. On ne raisonne pas français. Toi, tu as raisonné, oui, les vins de cépage néo-zélandais, les vins de cépage australiens. C'est vrai qu'en Nouvelle-Zélande, on raisonne Nouvelle-Zélande. En Australie, on raisonne vin australien. On ne défend pas un territoire. Et c'est là peut-être aussi la différenciation et le côté massif et difficile dans la communication à l'international, c'est qu'on ne dit pas, oui, c'est un chardonnay français. Pourquoi ? Parce qu'on a été assez intelligent en France pour avoir la stupidité de lâcher les cépages en vin sans IG. Voilà. C'est-à-dire qu'on a donné les cépages aux vins de table, qui a préempté la marque France. Donc, moi ça, c'est quelque chose contre lequel je m'insurge. Pour moi, c'est une aberration d'avoir fait ça. Parce que nous, ça a reconstruit le vignoble. Nous, le garant des signes de qualité qui ont répondu au-delà des appellations à une politique de qualité dans ce vignoble, c'est le cépage. Et on a reconstruit le vignoble sur cette valeur ajoutée-là. Et en 2007, qu'est-ce qui se passe ? À la demande de certains metteurs en marché qui ont voulu lorgner un appro européen, on donne le cépage au vin de table. Et là, ça c'est une erreur. Ça a permis d'ouvrir les vannes. Eh bien sûr, et donc du coup, on ne va pas dire chardonnay français, parce que moi, je revendique au nom des Pays d'Oc d'avoir plus de chardonnay que ce qui se fait en vin de table. On sent l'engagement, la détermination et surtout la passion, cet ancrage qui vient de la famille, parce que également, donc, tu as une propriété familiale. Tout à fait. Oui. Donc tu as des vignes, donc oui. Tu sais de quoi tu parles en plus parce que tu as le terrain. Et tu fais partie d'une cave coopérative ? Tout à fait, je fais partie du conseil d'administration. J'ai ce grand honneur qu'on m'a fait de m'intégrer étant la seule femme du conseil d'administration. Félicitations. Et donc c'est... Oui, j'ai la chance d'appartenir à une très belle cave coopérative. Et d'avoir donc une propriété familiale donc, sur Pumisson. Et qui me permet surtout de rester bien les pieds sur terre, quoi. Voilà. Oui. Alors justement, on va parler de tes talents. Bon, on les a vus dans le discours, quand même, c'est assez élogieux. Tu aimes l'écriture. L'écriture, pour toi, c'est un exutoire ? Oui. Alors j'ai un petit cahier sur lequel j'écris. Ça me fait du bien, ça pose mes idées. Alors ça peut être tout à fait personnel comme très professionnel ou de la réflexion comme un coup de gueule par exemple. Après je relis, quelques temps après ça me fait beaucoup rire parce que je me dis oula, là ça, j'étais pas contente quoi. Et puis là je me dis tiens là tu étais un petit peu en creux de vague. Ça me permet d'avoir une réflexion continue
Et est-ce que c'est une forme de rituel? Tous les jours, tu écris? Pas tous les jours, mais pas loin quand même. Mhm. Ouais. Pas tous les jours, mais pas loin. Et justement, question énergie et rituel. Quel genre de rituel tu as? Quelles sont tes habitudes? Alors là, je vais peut-être beaucoup te surprendre, Aurélie, mais mon rituel à moi, c'est la prière. Mhm. Voilà. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne, qui m'a toujours accompagnée et qui m'aide beaucoup parce que ça me pose, hein, et ça m'enveloppe, disons, et dont j'ai vraiment besoin. Voilà. Si tu avais un secret de femme à partager, ce serait quoi? On peut arriver à tout concilier. Voilà. C'est une question de volonté et d'envie. Je peux comprendre qu'il y a des femmes qui aient des difficultés au combat. Voilà, c'est pas fait pour tout le monde, le combat. C'est pas évident. Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir été beaucoup au combat ces Ah oui. dernières années? Ah oui, oui. Ouais. Moi, j'ai pratiquement fait que ça. Voilà. Mais, Sur un ring constamment ou... pas constamment, mais ça a vraiment fait partie de mon parcours, le combat. Ouais. Et alors justement, quand tu combats comme ça, qu'est-ce que tu fais pour te ressourcer? C'est quoi ton ressourcement? Ben, je projette le point d'arrivée après le combat. Parce que, en revanche, c'est vrai que j'ai beaucoup accompagné du combat, mais toujours dans une idée d'apaiser les choses quand même, hein. C'est-à-dire que j'ai été dans le combat, mais en réfléchissant qu'est-ce qui allait devoir sortir de ce combat. Voilà. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est sorti du combat, tel que moi je l'ai connu il y a 20 ans en arrière, par exemple. Et on est vraiment dans une consolidation du collectif. Et là, je parlais des femmes autour de moi qui m'ont rejoint dans les responsabilités. Et je trouve qu'on y contribue beaucoup. Et c'est un grand plaisir que de travailler toutes ensemble autour de nos élus pour aller dans le bon sens. Voilà. Et il y a vraiment la sortie de ce combat, c'est vraiment, ça a fait émerger une superbe force collective. Voilà. Et une prise de conscience d'un besoin de travailler en commun. Chacun, tu disais, il y a beaucoup de structures, tout ça, mais c'est une grande filière, la filière viticole. Alors, c'est vrai que vu de l'extérieur, ça paraît compliqué, mais il faut comprendre aussi que chacun est dans son métier. C'est-à-dire que les caves coop, elles ont besoin d'une fédération de caves coopératives forte. Elles ont besoin pour peser. Les vignerons indépendants, c'est pareil. Ils ont besoin d'un syndicat des vignerons indépendants qui est fort et qui pèse et qui revendique leurs valeurs. Idem pour les coop, idem pour le négoce. Voilà. C'est un métier à part entière qui nous est indispensable parce que partenaire, comme je te l'ai dit. Mais en revanche, et nous, on est en fait le réceptacle de tous ces métiers. Et face au marché, et face à l'image, et face à l'évolution des produits. Et nous, on est les facilitateurs de ça, au travers du syndicat dans le cahier des charges, et l'évolution donc des pays doc dans le temps, et au travers de l'Interpro, dans cette belle vitrine que représente l'Interpro, pour promouvoir aux côtés des entreprises, des caves coop et des domaines, l'image magnifique de ce vignoble que l'on défend collectivement. Et en fait, ce travail en commun, il est indispensable. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas gommer ces appartenances parce que c'est notre ADN. On est un vignoble, il faut le savoir, qui est complètement à l'envers des autres vignobles français, puisqu'on a une majorité d'IGP, d'indications géographiques protégées. On a des pépites en AOP, certes, mais la majorité est en IGP. Alors que les autres vignobles français sont à 99% KOP. Donc ce bassin, ce vivier d'innovation, ce vivier d'expérimentation et ce besoin de coller au marché, etc., plus que quiconque en France, c'est nous qui pouvons y répondre. Voilà. Mais tout en respectant chaque famille. Et ça, on a vraiment besoin de tous ces outils pour se consolider. Donc, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et alors, tu cites Descartes. Oui. Et tu aimes beaucoup. Oui. Une citation. Oui. Les hommes que les passions peuvent le plus émouvoir sont capables de goûter le plus de douceur en cette vie. C'est ça. Ça t'accompagne régulièrement? Ça m'accompagne complètement.
Et je pense que, bon, j'ai parlé d'un sacerdoce, mais je pense que l'engagement viticole aujourd'hui, il n'est pas possible sans passion. Mm. C'est pas Ça se ressent. possible. C'est pas possible. Enfin, en tous les cas, c'est une affirmation personnelle, mais de tous les gens qui sont autour de moi et qui portent aussi cette volonté de défense, de gestion, de visibilité sur l'avenir de notre vignoble, ont cette passion. C'est pas Mm. possible. Et en fait, le plus de douceur, c'est que c'est le bonheur. Là, par exemple, on rentre de Wine Paris. Mm. Moi, quand je vois le déploiement d'un stand tel que le nôtre et de la région en général, euh, Ouais, c'était incroyable. ça me Ouais. fait un chaud au cœur. Mais moi, je me dis, mais voilà quoi. Là, on a gagné. Vous avez un sacré hall. Ouais. Ah ouais, Mm. on a gagné notre visibilité et cette nouvelle campagne libre que l'on a lancée sur Wine Paris, elle est complètement en adéquation avec ce que l'on représente parce qu'on on est très libre. On est très libre. Voilà. Alors Florence, je voudrais revenir sur les chiffres que j'ai évoqués plus tôt dans notre conversation. C'est que j'aimerais bien avoir ton ressenti à toi quand tu regardes en arrière, puisque ça fait 20 ans que tu es à la tête de l'interprofession, ou tu l'as pris à la genèse. Qu'est-ce que tu ressens? Oh ben, je ressens beaucoup de fierté, beaucoup de passion par rapport au chemin parcouru. Ça a été un engagement permanent et puis beaucoup d'enthousiasme aussi, parce que je trouve que c'est vraiment à l'image du vignoble, quoi. C'est un vignoble qui est résilient, c'est un vignoble familial et qui a pris à bras le corps son avenir. Et je me réjouis effectivement de ces chiffres, mais on ne fait que les mettre en lumière, ces chiffres, mais ils sont le résultat du travail de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui sont calés sur connectés au terrain, à la filière, pour faire de notre vignoble un bijou magnifique, quoi. Et de ce fait, j'ai toujours beaucoup comment dire, beaucoup d'affection aussi pour l'engagement de mes équipes. Parce que ce que je veux vraiment mettre en avant, c'est que quelqu'un de tout seul, seul, on ne peut rien faire. Une personne seule, elle ne peut rien faire. Et, euh, et moi, je remercie mes équipes pour leur engagement et tout le travail formidable que tout le monde accomplit à mes côtés pour faire donc de Pays Doc ce qu'il est aujourd'hui. Alors nous, d'un point de vue administratif, institutionnel, et les élus aussi dans leur quête quotidienne d'engagement professionnel. Mais vraiment, je souhaite mettre en avant tout le travail de mes équipes qui sont des gens absolument formidables. Alors nous allons en terminer par des notes légères. Oui. Alors si Dionysos était une femme, qu'écouterait-elle? Alors là, je pense que je risque de paraître un peu has-been, moi, mais Il n'y a c'est pas. Non, non. c'est une chanson que j'ai toujours adorée. Donc, c'est l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. Alors, je dis pas ça en groupie de Céline Dion par rapport au JO, mais ça m'a énormément touchée d'ailleurs que ce soit cette chanson qui soit chantée et sur la Tour Eiffel par Céline Dion, qui est quand même une personne qui a une voix extraordinaire, avec un parcours très compliqué, la pauvre, et qui a fait ça vraiment de main de maître. Et ça m'a beaucoup touchée. Mais c'est une chanson que j'adore, l'hymne à l'amour d'Édith Piaf. C'est quelque chose de, pour moi, c'est magnifique. Voilà. C'est juste, c'est une belle chanson, l'art à la française. Voilà, c'est L'art ça. de vivre à la C'est française. ça. Alors, si Dionysos était une femme, quel vin boirait-elle? Alors, elle boirait incontestablement un Sauvignon du Pays d'Oc parce que c'est les meilleurs du monde. Hein. Donc, elle boirait du Sauvignon, qui est mon cépage préféré, avec la Syrah en rouge. Et voilà. Et là, je suis très chauvin parce que je ne bois que du Pays d'Oc. Voilà. Quel livre lirait-elle? Alors, elle lirait un livre qui m'accompagne depuis 20 ans.
C'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux. C'est un livre qui ne me quitte pas, que j'ai toujours auprès de moi et dont je relis certains passages, etc. Parce que l'art de la simplicité, c'est se recentrer sur des choses très pures, très belles, très sobres, mais qui ramènent à la nature, qui ramènent à la terre, qui ramènent aux odeurs de la terre, qui ramènent au soleil, à la nature en général. À l'essence même de vivre. Et à l'essence de vivre pour moi, voilà. Alors j'ai noté quelque part que tu aimais cuisiner les cèpes. Et s'il y avait un plat, lequel mijoterais-tu? Alors, j'ai une petite particularité. C'est pas que je n'aime pas faire la cuisine, hein, mais j'ai un mari qui était un véritable chef, un cordon bleu. Donc, depuis très longtemps, il a préempté la cuisine, chose que je lui ai laissée parce que, bon, au bout d'un moment, je vais pas me battre pour ça. Et ça lui fait tellement plaisir, il se réalise tellement là-dedans que, bon, je me suis dit, bah, écoute, voilà. Et en fait, on m'a laissé quelques accès, notamment sur la volonté de mes enfants qui ont dit, bon, ben, de toute façon, personne ne cuit mieux les cèpes que maman. Donc voilà, on m'a laissé la cuisson des cèpes, la cuisson l'élaboration des quiches de toutes sortes. Voilà, parce que j'aime bien mettre plein de trucs dans les quiches, alors que ça... mon mari ne daigne pas s'attarder sur la réalisation d'une quiche. Lui, c'est beaucoup plus sophistiqué. Voilà. Et puis un plat de la maison qui est très ancré chez nous. C'est très méridional. Enfin, du midi, on va dire, de chez nous. C'est la chichoumé, qui est une forme de ratatouille, mais sans poivron. Voilà, et ça, c'est un des derniers plats qui m'appartiennent dans leur réalisation de cuisine et dans mon accès à la cuisine, mais que j'ai laissé avec beaucoup de grâce. Voilà. Alors, une belle personne à qui tu aimerais rendre hommage? Oui. Alors, c'est ma maman. C'est ma maman parce que c'est grâce à elle, je pense, que je suis la personne que je suis devenue aujourd'hui. Elle m'a beaucoup encouragée, beaucoup épaulée. Déjà quand les enfants étaient jeunes, parce que je partais beaucoup quand les enfants étaient jeunes, puisqu'on avait à installer internationalement sur les salons internationaux les pays d'oc, et il fallait être présent un peu partout aux quatre coins de la planète, quoi. Et c'est ce qu'on a fait, France et moi, au départ, pour installer les pays d'oc. Et d'ailleurs, je le dis toujours à mes équipes, j'ai dit, vous êtes vachement cool, hein. Parce que certes, il y a du boulot et c'est merveilleux. Mais si vous aviez vu les stands qu'on avait il y a 25 ans, toutes les deux avec France, dans les allées de Provine, les verres à la main, la bouteille à la main pour faire déguster nos vins, c'était un autre environnement. Et tu vois, voilà, c'était un environnement de combat. Voilà. Et ce combat, il a fallu le mener. Et aujourd'hui, cette reconnaissance qu'ont obtenue nos vignerons, eh ben, on voit les stands qu'on a aujourd'hui, la dynamique qu'il y a eu sur Wine Paris. Et ça, c'est un très fort contentement pour moi. Et pour en revenir à maman, elle a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui. Voilà, parce qu'elle m'a toujours épaulée, ne t'inquiète pas. Elle a toujours aussi été là par rapport aux enfants quand je partais. Comme je lui ressemble beaucoup, mes enfants me disaient, c'est la mamie qui te ressemble le plus, alors tu peux partir. Puis ça, c'était vraiment très dur pour moi parce qu'ils étaient tout petits. Mais un jour, mon fils m'a dit, tu sais, maman, nous, quand tu reviens, c'est génial parce que tu nous en ramènes toujours un truc du Japon, du Canada. C'est génial, nous, nos copains, ils n'ont pas ça. Et nous, on préfère t'avoir 1 heure à fond et de façon géniale que 10 heures à s'emmerder avec toi. Donc, voilà. Et puis, ils m'ont toujours très déculpabilisée là-dessus. Et puis, bon, maman, c'était une personne extraordinaire et elle sera toujours mon inspiration. Bien, sur cette belle dédicace, nous allons conclure cette conversation. Merci beaucoup Florence Barthès pour cet échange passionnant.
Alors ton expérience et la vision éclairent parfaitement la dynamique et les enjeux du leadership féminin dans la filière du vin. Et si les auditeurs souhaitent contacter Pays Doc, on les trouve sur les réseaux sociaux. Il y a un site internet, donc LinkedIn, Facebook, Instagram. Voilà, merci et à bientôt dans un prochain épisode de Si Dionysos était une femme. Merci beaucoup Florence. Merci beaucoup Aurélie de ton accueil. Merci. Mes invités sont des experts dans leur domaine. Les témoignages de femmes leaders sont des moyens pour chacun et chacune de nous élever dans nos parcours professionnels. Et ceux d'acteurs du changement constituent le moyen le plus efficace pour vous sensibiliser et vous engager vers des pratiques plus vertueuses. Alors merci de partager, de mettre des étoiles, de liker et même de commenter les épisodes du podcast. C'est grâce aux abonnés, aux 5 étoiles et pouces levés que Si Dionysos était une femme a sa raison d'exister. Je compte sur vous. À très vite pour de nouvelles écoutes.